Salut les gens, cette vidéo sera une vidéo audio, donc mettez-vous bien, installez-vous, tout ça, confortablement. Je vous rappelle bien sûr de ne pas aller harceler la personne dont on va parler. Merci bien. Aussi, je vais cuter et résumer afin d'aller le plus vite possible. Son live est disponible en description pour ceux qui pensent que je manipule ce qu'il dit. Sur ce, bonne vidéo. Journal de Radio-Québec, édition du 7 avril 2020. On va parler aujourd'hui une dernière fois, probablement, je l'espère, de cette pandémie de la chloroquine ou chloroquine et de la manipulation possible des statistiques. Pour la manipulation des données dans les études cliniques de Raoult, ayant pour but de prouver l'efficacité de la chloroquine, je vous renvoie vers la tronche en biais et vers Mr Sam. Pour faire court, certains patients ont été retirés de l'étude, notamment une personne qui est morte et qui était dans le groupe traité à la chloroquine. Ce qui cause bien sûr de sérieux problèmes, car là on tord les chiffres pour leur faire dire ce qu'on veut. Pour la deuxième étude, il manque un groupe contrôle, ou groupe témoin. Certes, il a de bons résultats. Cependant, on a aussi de bons résultats sans chloroquine. Donc on ne peut pas dire s'il y a réellement un effet ou pas. Troisième étude qui a été sortie après le live de Radio-Québec, donc ce dernier n'a pas pu savoir. Mais pareil, aucun groupe témoin, et si vous allez voir la tronche en biais qui explique bien mieux que moi, on constate que c'est pas si différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc là encore, aucun moyen de savoir si ça fonctionne ou pas. Un groupe contrôle aurait été utile, mais non. Surtout que sur 1000 personnes, ça aurait pu être fait. Bref, suivant. Ce ne sont que la version de l'establishment. Il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus de réflexion critique. Pour faire court, car oui, j'essaye d'aller vite, d'ailleurs si vous n'avez pas compris un truc, n'hésitez pas à demander en commentaire. Pour affirmer ça, il faut déjà prouver l'existence de l'establishment, groupe contrôlant les scientifiques, grosso merdo. Ce groupe devrait être assez influent pour contrôler quasiment tous les scientifiques et les médias du monde entier. Car oui, avec la revue par les pairs, c'est difficile de démonter une théorie valide. Il faudrait donc que tout le monde soit au courant pour pouvoir comploter contre Raoul. Ensuite, quand il dit qu'il n'y a plus d'analyse, je reste que très peu de temps devant la télé, cependant, j'ai entendu un docteur dire qu'on devait utiliser la chloroquine car c'est la crise, disant que son efficacité a été assez démontrée. Et j'ai aussi vu un autre docteur qui lui répondait que non, c'était pas démontré et qu'on essayait toujours de savoir si ça allait provoquer plus de morts que ça allait sauver de vies. Et donc, qu'il fallait des études solides. Il disait aussi que personne n'est contre la chloroquine, mais qu'ils sont pour à condition qu'elle ait une efficacité prouvée. Alors, on a trois items aujourd'hui. La chloroquine de plus en plus reconnue. Alors, concernant cet item, j'espère qu'il n'est pas consacré à un ad populum. En gros, ça consiste à dire que puisqu'on est plus nombreux, alors on a raison. Ce qui ne prouve bien sûr rien du tout sur l'efficacité potentielle de l'hydroxychloroquine, mais on reviendra dessus quand on sera dans cet item. On veut que vous paniquiez. Sauf que, je peux me tromper, mais il semble qu'au contraire, généralement, on cherche à nous rassurer, quitte à prendre des risques, comme Tchernobyl, où le nuage s'est arrêté à la frontière, comme par magie, ou encore à Rouen, où les alarmes n'ont pas sonné. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo de Defecator, qui parle de la gestion de crise à la française. Sans compter qu'au début, l'État était en mode « des affiches suffiront », alors qu'en Chine il détectait la température des gens. Mais bon, après, il faut avouer que certaines personnes cèdent à la panique dans ces temps de crise sanitaire et économique. Mais on y reviendra quand il en parlera. Et finalement, un dernier indice aussi là, concernant une possible préméditation de toute cette histoire de pandémie. Quoi? Attendez. Mondico. Alors. Préméditation. Dessein réfléchi d'accomplir une action, surtout mauvaise action. Donc ouais, le Covid-19 était-il prémédité? Comme déjà dit dans une vidéo, on n'a aucune raison de croire qu'il est artificiel. Ensuite, la pandémie était-elle planifiée? Pourquoi planifier une telle pandémie? La bourse mondiale se casse la gueule, la dette de la France explose, il y a des morts, etc. Le plus simple à prouver, c'est que ça a été planifié, donc il faudrait qu'ils avancent des preuves de cette planification. Et la seule preuve provenant du live, c'est l'article provenant de Contre-Info, site d'information alternative. Donc site pas forcément fiable. Cependant, il faut quand même vérifier si c'est vrai. Donc, vérifions. Cet article dit que, comme par hasard, on a déposé un projet de loi avant le premier cas de Covid. Et c'est vrai en fait. Mais en quoi ça prouve que c'est prémédité? Bon, la personne m'ayant envoyé le lien vers ce live m'a dit qu'elle ne croyait pas aux coïncidences. Sauf que,
Si vous me laissiez des milliards et des milliards d'années, à un moment j'aurais fait 100 fois pile d'affilée à pile ou face. Sinon, je pourrais juste vous dire que la loi utilisée par Macron n'est pas celle déposée le 5 décembre et acceptée en février, mais celle du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence sanitaire. Donc oui, c'est une coïncidence. En France, certains savaient à l'automne 2019. Prenons mon prof qui est virologue. En automne, il a dit qu'on aurait pour, allez, 1 mois et demi, 2 mois de confinement. Il a dit à peu près comme ça. Si la France était touchée. Il a ensuite précisé que c'était un peu à l'instinct, qu'il aura sûrement tort. Comment a-t-il su? Eh bien tout simplement car, comme il l'a dit, c'est ce qu'il a supposé. Il n'avait pas les données nécessaires pour affirmer ça. Il pouvait pas dire « je suis sûr à 100% que ça va être comme ça ». Il peut anticiper à peu près, mais il peut pas affirmer à 100% ça va être comme ça, parce qu'il n'a pas les preuves scientifiques pour faire ça. De plus, les premiers cas rapportés, et qui ont fait beaucoup parler d'eux, c'était en automne. Car ouais, l'automne, c'est du 22 septembre au 21 décembre. Donc, la bataille pour la chloroquine est essentiellement gagnée. Comme je l'ai dit, là, tous ceux qui l'essaient ont des taux de succès pratiquement de 100%. Or déjà, non. Une étude clinique chinoise a trouvé que la chloroquine n'avait aucun effet. Testé sur 30 patients, ceux qui ont fait l'étude en ont conclu qu'on devait tester la chloroquine via de plus amples tests. Ensuite, ça marche très bien in vitro. Pour de meilleures explications, allez voir le débunker des étoiles. Cependant, la chloroquine, c'est pas rare qu'elle fonctionne in vitro et pas in vivo. Aucune étude n'a pu, à ce jour, prouver l'efficacité de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine. Il s'agit du début de la fin de la pandémie, comme l'a dit un docteur, un des spécialistes en infectiologie, un des plus grands spécialistes en infectiologie aux États-Unis, a dit que c'était le début de la fin de la pandémie. Sauf que là, ça prouve rien en vrai. Le professeur Raoult l'a dit il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, on peut affirmer qu'il avait tort sur ça, je veux dire. C'est clairement pas la fin de partie. Puis bon, ça reste un argument d'autorité qui n'a d'argument que le nom. Si je suis cancérologue et que je dis tel truc provoque le cancer, eh bien je peux me tromper. Et même si j'y crois, que je suis de bonne foi, car tout le monde se trompe. Seules les preuves comptent, pas les personnes. Cette industrie de la peur qu'on voit dans les médias relève d'une volonté politique. Alors certes, une population apeurée s'accroche moins à ses libertés. Mais quelle liberté essaye-t-il d'enlever? Ah oui, il y a le traçage via nos tels. Sauf que le système qu'ils vont mettre en place, en soi, il permet pas de nous suivre à la trace. Contrairement à ce que peut faire Google avec la géolocalisation activée sur ton portable. Sinon, pour quelle raison pourrait-il nous faire peur? Toujours cette question, quel est le but? Ou alors, une autre question, as-tu une preuve? Parce qu'il y a des bonnes nouvelles, mais on les entend pas. Sauf que, tout le monde a entendu parler de l'hydroxychloroquine. Ils ont parlé de ça pendant des jours d'affilée. Sans relâche. Tout le monde a entendu parler de l'étude Discovery, et ça aussi c'est une bonne nouvelle. Tout le monde a entendu parler de l'entraide qui se mettait en place, et ça c'est même une excellente nouvelle. Je suis que très peu de temps devant la télé par jour. Et pourtant j'ai entendu parler de tout ça. Modèle mathématique qui revoit à la baisse. Sauf que, c'est normal en fait. Au début, on connaissait pas le virus. Heureusement, il tue pas beaucoup comparé à ce qui l'infecte. Donc normal que les modèles soient revus à la baisse. Sachant qu'on a essayé de déterminer ça à partir du Diamond Princess notamment, où les gens étaient assez serrés. Donc ça a augmenté le facteur d'infectiosité du virus. Du coup, normal qu'on part un peu à la baisse. Surtout que derrière, on a les gestes barrières qui évitent d'avoir un pic avec beaucoup d'infectés. Donc pas assez de lits et donc beaucoup de morts. A noter que l'un des articles qu'il utilise, lui lit qu'on a diminué les morts jusqu'à 46 000, alors qu'en fait c'est peut-être. Et ensuite dans cet article on apprend que c'est ceux qui luttent contre le virus qui ont permis de diminuer le nombre de morts. Mais ça, il va l'occulter totalement. La chloroquine maintenant. Il y a énormément de bonnes nouvelles de ce côté-là. Ça n'arrête pas de prendre de l'ampleur. Bien, donc avant de se lancer là-dedans, je vais définir ce que j'accepte comme preuve. Mon échelle de preuve, de bas en haut, est la suivante. Témoignages rapportés, témoignages, expérience reproduisible, reproduction de cette expérience et méta-analyse. Et pour moi, tout ce qui est au moins aussi puissant qu'une expérience compte comme une preuve. Le reste, à savoir les témoignages rapportés et les témoignages, c'est des indices. Ça t'oriente, mais ça prouve rien. Car oui, la mémoire d'un témoin n'est pas forcément correcte à 100%, il y a des tonnes de billets, tout ça, donc c'est pas très très bien quoi. Sinon, dans le Daily Mail,
C'est juste un sondage sur 2200 docteurs. On en appelle à leur ressenti et non au nombre de personnes qu'ils ont guéri à l'hydroxychloroquine. Autrement dit, on en appelle non pas à des faits, mais à leur opinion. Je vais donc vous expliquer pourquoi on utilise des protocoles en double aveugle. En gros, sans double aveugle, le résultat peut être influencé par le patient qui se dit « Oh bah ok, j'ai reçu le médicament, ça ira mieux ». Et cet effet placebo fait qu'effectivement, il va un peu mieux. Mais c'est pas à cause du principe actif. Tu lui donnes de l'eau, tu lui dis que c'est un médicament, pareil, il se sent un peu mieux. Pour le prescripteur, lui aussi peut être influencé, en pensant que le patient à qui il a donné le médicament sera mieux guéri que l'autre. Ainsi, dans une expérience en double aveugle, ni le patient ni le prescripteur ne sait si le patient a eu le médicament ou non, ce qui évite les deux biais. Dans ce sondage, on a affaire à des médecins. Il est à noter déjà que le médecin sait qu'il a donné de l'hydroxychloroquine et que le patient sait qu'il en a reçu. Donc là, c'est très peu fiable, mais on peut aller encore plus loin. En effet, un médecin n'aime pas utiliser un truc qu'il juge inefficace à un patient. On peut donc se dire qu'ils sont convaincus de base que ça marche. Ou que, à cause de la situation, s'ils sont obligés de donner la chloroquine, leur cerveau va modifier leurs croyances pour éviter la contradiction entre leur acte et leurs croyances. Allez voir Horizon Ghoul pour tout ce qui est de la psychologie. Bref, prenons d'autres articles. Celui-ci dit que des docteurs prescrivent des médicaments dont l'efficacité n'a pas été prouvée pour eux et leur famille. Ici, ça prouve non pas que c'est reconnu, simplement que certains médecins paniquent et commettent des actes dégueulasses, on va pas se mentir. Et malgré les années qui t'apprennent à évaluer les risques, à vérifier le sérieux des études, etc., un médecin peut paniquer et devenir illogique. Comme déjà dit, tout le monde fait des erreurs. Ensuite, un docteur de Denver a réussi à traiter des patients à la chloroquine. Cool, mais pareil, c'est pas une preuve, et j'expliquerai pourquoi on peut même pas compter ça comme un indice en fait. 54 malades guéris en 6 jours. Ok, mais là, ça nous permet pas de savoir si c'est 54 malades sur, je sais pas, 60 on va dire. Effectivement, c'est pas mal. Si c'est 54 malades sur 300, d'un coup, c'est pas la même. Et pourquoi je dis que c'est pas mal 54 malades guéris sur 60 ? Tout simplement car dans les stades du Covid-19, pour le moment dans le monde, parmi les personnes guéries ou décédées, les personnes mortes représentent 20%. Donc les personnes qui ont survécu s'élèvent à 80%. Ce qui fait 48 personnes sur 60. Si les patients sont bien traités, alors ils survivent dans la plupart des cas, chloroquine ou non. C'est pour la même raison qu'à Denver, le docteur a réussi à les guérir. Les militaires donnent de la chloroquine. Sauf que voilà, ça reste en Amérique où leur président, Trump, est convaincu que ça marche. Ça prouve seulement qu'il pense que ça marche là encore. Ce qu'on cherche, c'est des faits, pas des opinions. Et justement, en parlant de faits, 3 études confirment que la chloroquine, avec l'aide de l'azithromycine, ont un taux de succès de 100%. Et donc là on quitte le domaine de « il y en a plein qui pensent que ça marche » pour des études scientifiques, ce qui est cool. Cependant, c'est bizarre. J'ai entendu que l'azithromycine et la chloroquine augmentaient seulement les risques de problèmes cardio. Donc, tirons ça au clair. Quand on vérifie la provenance de son article, il vient de Dreus, votre bouffée d'air du matin pour mieux supporter les mensonges des médias. Donc, un site d'information alternative. Ne jugeons pas tout de suite, cependant. En cliquant sur les liens du site, je suis soit redirigé vers un site sans lien, donc on peut pas savoir d'où ils tiennent leur info, soit redirigé vers un autre site, lui aussi sans lien, mais parlant de l'étude de Raoult, qui, comme on l'a déjà dit, n'est pas à 100%. Quant à l'étude chinoise, pas de lien quoi. Enfin, quant à l'article disant que le gouvernement australien a exempté l'hydroxychloroquine d'un régime d'approbation strict, en fait, je ne le savais pas, mais il fallait être inscrit au registre australien des produits thérapeutiques pour en bénéficier. C'est donc ça que le gouvernement australien a retiré. On voit que ça a été aussi le cas pour le Remdesivir, le Lopinavir et le Ritonavir. Médicaments dont on n'a aucune idée si ça fonctionne et qui sont en cours de test. Donc ça prouve rien, hein. Suivant. Un vaccin, c'est 12 à 18 mois et c'est ce qu'on avait prévu pour le confinement. Hein. On avait prévu un confinement de 12 à 18 mois. Alors ici, on nous annonce ça tranquille. Rien à écran pour prouver. J'ai cherché du coup et j'ai vu nulle part qu'on prévoyait un confinement de 12 à 18 mois. Déjà là, le monde s'effondre. Alors imaginez si on restait enfermé 12 à 18 mois. Déjà, si on attendait un vaccin, le temps qu'il arrive, on aurait une certaine partie de la population qui serait immunisée, en ayant eu une forme légère de la maladie. En attendant 12 à 18 mois, cela diminuerait grandement l'argent reçu par les lobbies pharmaceutiques. Donc, ça peut pas être une stratégie pour se faire de la thune, surtout quand tu vois la gueule de la bourse mondiale, quoi. Ensuite, on n'attend pas les vaccins, on cherche des remèdes.
Puis ça reste affirmé sans preuve, et ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Donc bon, suivant. Le plan, c'était 12 à 18 mois de confinement, parce que ça prend du temps. Mais là, la chloroquine montre son efficacité et l'Australie a fait sauter les barrières procédurières pour que le traitement soit rendu disponible le plus rapidement possible. Donc, si la peur est une volonté des politiques, pourquoi les hommes politiques d'Australie feraient ça? Car s'il y a un plan et que c'est prémédité, c'est juste stupide de la part d'Australie. Quant au fait que l'Australie fait sauter les barrières, j'en ai déjà parlé, oui, ils rendent la chloroquine plus accessible. Mais les autres médicaments dont on ne sait pas si ça marche, aussi. Donc encore une fois, ça ne prouve rien. Ça contourne le blocus du CDC américain sur la chloroquine. Hein. Sauf que, de quel blocus tu parles? Ils n'empêchent pas l'hydroxychloroquine d'être distribuée. Même la FDA, qui gère les médicaments, n'a pas capacité de retirer un médicament du marché. La CDC dit juste que ça n'a pas été prouvé. Donc là, il n'y a pas blocus, mais information. Tout comme pour la chloroquine, il n'y a pas censure, mais critique. Et l'information des décideurs et de l'opinion publique, c'est le rôle de la CDC. Donc autrement dit, la CDC, elle fait simplement son job en fait. Le docteur Fauci qui dit « Vaut mieux y aller avec un vaccin ». J'ai cherché sur internet, et le seul moment que j'ai trouvé, c'est Fauci qui reprend Trump, car Trump disait que le vaccin serait prêt dans un mois, alors qu'en vérité, les tests débuteront dans un mois. Admettons qu'il ait dit ça. Eh bien, effectivement, si l'on prend ce que Macron a dit ce lundi, il y a peu de gens immunisés au virus en France. Autrement dit, le vaccin serait utile maintenant. Mais dans les 12 à 18 mois, bof quoi. Il y aura bien moins de personnes non immunisées. Et donc même si le vaccin permet que quasiment tout le monde soit immunisé, et donc est plus safe, au final, oui, il vaut mieux y aller avec un vaccin. Là, il prend trop longtemps, donc on peut pas se permettre d'attendre aussi longtemps. Le docteur Fauci, qui est le pire hypocrite de l'humanité. Donc, ad hominem, très bien. En résumé, il est le pire hypocrite de l'humanité, car en 2013, il affirmait haut et fort que la chloroquine allait fonctionner. Ce que ne dit pas Radio-Québec, c'est qu'il se basait sur des tests in vitro. Et comme on l'a vu, ça n'a jamais marché. Donc perso, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il n'a pas voulu refaire la même erreur, et cette fois-ci, il attend les résultats. Car avant, il a fait son professeur Raoul, dans le sens où il affirmait il était sûr et tout le mec, vraiment. Mais attention, ça ne veut pas dire que Raoul, comme lui, a tort. Seules les études sérieuses nous le diront. Non. Alors, tu sais, ce qui est bon pour Pitou est aussi bon pour Minou, mais pas pour le docteur Fauci. Vous comprenez que c'est une game politique. Ouais, clairement, tu balances ça sans preuve, juste le gars a appris de ses erreurs, donc il a acheté. Là, en vérité, c'est plus simple de prouver qu'il est acheté. Donc encore une fois, c'est à toi de prouver. Mais à part que le gars a changé d'avis, aucune preuve, donc non. Ouais, c'est ça, l'Algérie ici, coronavirus en Algérie, tous les malades seront traités à la chloroquine. Donc, c'est un ad populum. Tiens, cet article date du 1er avril, sauf que j'avais pas vu un article similaire le 25 mars. Bien, j'ai donc retrouvé les deux. Il est clair que l'un des deux articles est largement inspiré de l'autre. Et on sait désormais pourquoi l'Algérie a décidé de l'utiliser. Car plusieurs recherches étaient en cours, et non car c'est prouvé. Quant aux patients traités à la chloroquine, ça concerne l'étude Discovery, étude qui sera finie fin avril. Voilà, ils ont trouvé le traitement. Ça fonctionne partout pareil. Comme dit au début, les études in vitro ne sont pas fiables quand on veut les transposer in vivo. C'est ce qui s'est passé avec Fauci et le MERS en 2013. Pour les essais cliniques, on a vu que les études de Raoul soit se sont retrouvées avec 6 patients en moins, soit sans groupe contrôle. Quant à l'étude chinoise, les résultats sont qu'avec et sans chloroquine, c'est similaire. Étant sur 30 patients, les auteurs disent que pour être sûr, il faut faire de plus amples tests. Et voilà, à ma connaissance, in vivo, il n'y a pas d'autres études scientifiques. D'ailleurs, les articles qu'il utilise renvoient soit vers les études de Raoul, soit vers des « je pense que ça marche ». Ensuite, et là il faut regarder la vidéo pour comprendre, excusez, si on s'intéresse à la carte, on peut voir au moins 3 problèmes. Déjà de 1, zone Macron et zone Raoul. J'évite de faire de la politique sur ma chaîne, mais clairement je ne porte pas Macron dans mon cœur. Cependant, on a l'impression que les 3600 morts sont dus à Macron. Il est bon toutefois de noter que Macron reçoit des experts. Donc imputer tout ça à Macron, je suis désolé, mais non. C'est pas Macron qui a été tué les 3600 personnes à coups de couteau, comme ça, tranquille. De 2, bien que tu aies entouré la zone Raoul en prenant de la marge, contrairement à la zone Macron. On voit bien que la zone Macron est bien supérieure en termes de taille que celle de Raoul. De 3, si l'on superpose avec une carte des foyers du Covid ainsi que des hospitalisations, ce que l'on constate, c'est tout simplement que la zone Raoul est bien moins touchée.
Autrement dit, cette carte simpliste l'est bien trop, et ne montre que ce qu'il veut démontrer. Je pourrais dire que dans les Ardennes, il y a eu 25 décès par exemple, dans la Marne 154 et dans l'Aisne 159, ce qui prouve que les Ardennes ont trouvé le remède. Ou pas. Sachant qu'à Marseille, une ville donc, il y a environ autant de décès qu'en Ardègne, qui est un département. Il ne faut donc pas oublier les conditions qui diffèrent, sinon on peut dire n'importe quoi avec les chiffres. D'ailleurs, petit debunk vite fait sur le fait qu'à Marseille, le virus recule. Bah, si j'ai pris l'Aisne, les Ardennes et la Marne, c'est simplement car là-bas aussi, il y a de moins en moins d'hospitalisations. Donc pareil, ils ont trouvé le remède. Ou pas. On annonçait 2 millions de morts aux États-Unis, puis après c'était entre 100 000 et 200 000, et là, il y a 2 jours, c'est tombé à 46 000 seulement. Comprenez? Bien, ça on a déjà répondu. Grosso merdo, il y a manipulation statistique, car on compte les morts d'autres causes dans les morts du Covid-19. Chaque pays a ses critères, notamment l'Irlande du Nord, où quand t'es mort et que t'es positif au Covid, on part du principe que t'es mort du Covid, selon un des articles qu'il montrera après d'ailleurs. Pour d'autres pays, quand on sait pas, quand on doute, on compte en Covid-19. Et donc, premier article. À New York, la plupart des personnes mortes du Covid avaient notre maladie. Sauf que, comme l'a dit Ty Shaler, que je vous invite à voir dans ma vidéo de 45 minutes d'ailleurs, aux États-Unis, de nombreuses personnes ont des maladies chroniques. Chez Ty Shaler, ça servait à dire que les vaccins causaient des maladies chroniques. Ici, ça sert à dire que le Covid-19 est rendu inquiétant en gonflant les chiffres. Et oui, si beaucoup d'Américains ont une maladie chronique, alors il y a énormément d'Américains qui ont une maladie, et forcément, des Américains qui avaient une autre maladie et qui sont morts du Covid. Dans la capture de Twitter, juste en dessous, il est dit grosso merdo, c'est bizarre, il n'y a plus personne qui meurt de pneumonie, il y a tout le monde qui meurt de Covid. La pneumonie touchant les alvéoles pulmonaires, donc en gros agissant sur les poumons, bah si tu chopes le Covid, ça arrange pas quoi. Sans compter que certaines maladies chroniques sont des facteurs de risque au Covid-19. Et hop, le Covid-19 les tue, ou en tout cas participe à leur mort. Car oui, c'est pour ça qu'on met plus de morts que nécessaire dans les morts du Covid-19. Simplement car le Covid-19 peut tuer les personnes, mais il peut aussi être responsable de la mort sans l'avoir tué. Un peu à la manière du VIH qui, à ma connaissance, ne tue pas, cependant les autres maladies vont venir tuer la personne. Si on prend un exemple qu'il abordera après, une personne de 78 ans est morte d'une crise cardiaque, mais on l'a comptée dans les morts du Covid-19. Eh bien, ça peut paraître stupide comme ça, mais déjà elle était positive. Donc tu trouves quelqu'un positif au Covid, tu peux te dire que la personne est morte du Covid. Mais on peut aussi réfléchir autrement. Si on se dit que le Covid-19 a pu provoquer des difficultés respiratoires, la crise cardiaque a pu être engrangée par la peur provenant des difficultés respiratoires provenant du Covid. Autrement dit, le monde n'est pas simple. Le Covid-19 peut être la cause de la mort d'une personne sans en être le meurtrier. Afin de ne pas sous-estimer le Covid, on compte toutes les morts dont il pourrait être le responsable, afin d'avoir des mesures légèrement plus strictes que nécessaires. Comme ça, on évite d'avoir des mesures insuffisantes, et donc la propagation du virus. Le seul truc non traité ici, c'est simplement on compte comme morts du Covid ceux qui sont morts ou présumés morts du Covid-19, ou dont le Covid-19 pourrait avoir contribué à la mort. En tout cas, ça c'est pour l'Amérique, mais ça revient à affirmer l'explication que j'ai fait plus tôt, car oui, le Covid-19 peut contribuer à la mort. OK. On continue, il y en a plusieurs là, sur cet article-là. Alors ici, ça c'est en Irlande, le HSC, Public Health Agency, disait « Individuals who have died within 28 days of first positive result, whether or not coronavirus was the cause of death. » Alors on inscrit comme mort du coronavirus n'importe qui a testé positif au coronavirus dans les 28 derniers jours, même si le coronavirus n'est pas la cause de la mort. Ce qui n'est pas très pratique quand on veut des données précises. Mais c'est mieux que de sous-estimer le virus. C'est absolument scandaleux, la manipulation statistique. J'hésite à dire que c'est un appel à l'émotion. C'est scandaleux là, ce qu'on est en train de faire vivre aux populations occidentales, la peur qu'on injecte chez les personnes. Il y a des gens qui se suicident, il y a plein de... Donc ouais, c'était bien un appel à l'émotion. Ensuite, certaines personnes meurent d'empoisonnement à cause de la chloroquine, estimant qu'ils ont plus de risques de mourir du Covid-19. Sauf que c'est dû à une surévaluation des risques, notamment dû aux médias. Et pour y voir plus clair, allez voir Horizon Goal. Ensuite, on va faire ces articles. On en a un qui dit qu'on peut noter 2 fois une mort, une fois en provisoire, une fois en officiel. Cependant, là on ne peut pas rechercher de quel article ça vient. Et ce qui est écrit en jaune, et qui m'intéresse, il est écrit
Dans ce bulletin, on donne aussi les chiffres totaux provisoires mis à jour basés sur les dernières entrées disponibles jusqu'au 25 mars. Les morts seront inclus dans les bases de données d'ici la prochaine semaine. Donc rien permettant de déterminer si ce qui est dit est vrai ou faux. Alors, étant donné que le passage en jaune est sûrement censé nous permettre de savoir, je pense qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation. Ici, je vais vous faire écouter une vidéo d'un professeur de Stanford qui dit que toute la face... Je vous en ai montré plusieurs, des vidéos d'experts qui disent que les chiffres sont tronqués depuis le début. Là, c'est pas juste Radio-Québec qui parle, je me fais attaquer dans les médias, là, c'est pas juste moi qui parle. Je fais parler les experts. Je sais que c'est un sujet sensible. Je fais parler des professeurs, des médecins depuis le début. Je vous montre des clips. C'est pas juste Alexis qui parle. C'est appuyé, vous comprenez? Alors, je vous fais écouter cet expert à Stanford. Sa spécialité, c'est l'analyse des données, le traitement des données. Il dit dans le cas de la crise du coronavirus, on prend de très mauvaises décisions sur de très mauvaises données. On prend des décisions sur des données erronées, essentiellement. Ce qui mène à un emballement et des conséquences apocalyptiques, potentiellement. Il parle potentiellement de milliards de morts. Écoutez ça. Bien, passons à l'introduction de ce que dit ce mec. Et là, vous allez devoir encore regarder la vidéo, car j'ai mis des sous-titres. Et vous allez voir, c'est important. I'm John Ioannidis. I'm a professor of medicine and of epidemiology and population health at Stanford University. I'm one of the two co-directors of the Meta Research Innovation Center at Stanford, or METRICS. My research is interested in appraising evidence, in trying to... Donc, à part le fait qu'il est professeur de médecine, etc., là, il se penche sur l'analyse des preuves pour prendre des décisions. Understand data, strengths of data and weaknesses of data, and trying to make sure that we have the most useful information to make decisions that matter. Unfortunately, much of the information that we have collected so far, and this is not to blame anyone, it's just something that has arisen very fast and has caught us off guard in a way. It's a new pandemic. Most of that information is not reliable. Most of that information is not reliable. L'information sur laquelle on base la prise de décision présentement pour agir contre le COVID-19 n'est pas fiable. Of increasing evidence that many of the key features that pertain to what this pandemic is about, how lethal is that virus, how many people le taux de mortalité, combien de personnes sont infectées, tout ça n'est pas fiable. Has infected or will infect, what is likely to be the eventual impact, and how effective are the different measures that we're applying. We have major gaps in practically all of those fronts. Infection. And it still remains to be decided how many of these infections are deaths with SARS-CoV-2 versus deaths by SARS-CoV-2. Alors, on est toujours à essayer de déterminer exactement ce que je vous disais, le nombre de morts par le coronavirus, le COVID-19, versus le nombre de morts avec le COVID-19. C'est ce que je vous ai montré. Partout, les chiffres sont tronqués. Parce qu'il y a des directives qui disent, dès que la personne a testé positif, tu mets mort du COVID-19, quelle que soit la cause de la mort. Et c'est ça qu'il dit ici. C'est un expert qui parle. There's also other things that probably got wrong in Italy. Italy has a relatively low number of ICU beds per population. Alors là, il parle de certains cas, certains problèmes de l'Italie. Il a parlé de la vieillesse, etc. Mais il dit aussi que l'Italie est un pays très pauvre en Europe et ils ont un système de santé assez inadéquat qui surcharge très rapidement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de lits en soins intensifs et ils sont toujours débordés. De sorte que même une petite goutte supplémentaire fait s'effondrer complètement le système. C'est ça qu'il dit. Ça a rapport avec le système de santé italien. It has about a third of ICU beds per population compared to the US. Il y a 3 fois moins per capita de lits qu'aux États-Unis. And their system is running at full capacity practically every winter. But you realize that a system that is so close to saturation, to having its maximal capacity,
If you add just a little bit more, it can very easily collapse. C'est comme si l'Italie, le système est toujours plein. Il roule à la capacité maximale et même plus presque tout le temps, en tout cas tous les hivers, de sorte qu'on a juste besoin d'ajouter une petite goutte pour que ça déborde. Italians were the first to be hit in Europe, and that was an exotic pathogen. Everybody thought that they had to do their best. So they said we need to admit these people to the hospital even if they had modest or not so severe symptoms. Alors, étant donné que, c'est ce que j'ai dit plus tôt, étant donné que on avait peur du virus, même les gens qui avaient pas beaucoup de symptômes, qui n'étaient pas vraiment malades, on les faisait rentrer à l'hôpital immédiatement. Et on concentrait ça dans des hôpitaux spécialisés, de sorte que c'est ça qui a créé la surcharge. C'est une mauvaise prise de décision basée sur une peur qui a été injectée mondialement par l'OMS. This resulted in a very bad decision making, and I think that this is something that every other setting that is hit by an epidemic wave needs to avoid. By admitting these mild or moderate cases very quickly, they became saturated, and when they started getting... Donc, en admettant les cas peu symptomatiques, ils sont devenus saturés très rapidement. Est-ce que les médias vous ont parlé de ça? Non, hein? Ben non. The severe cases, they just had no room for them. So, de sorte que quand les cas sévères, étant donné qu'ils ont fait rentrer tout le monde à l'hôpital, même les cas très légers, quand les cas sévères ont commencé à arriver, ils étaient déjà surchargés. Also, the hospital became heavily colonized with that new virus. This is a virus that can stay on surfaces. Many of their medical personnel... Donc, c'est un virus qui peut rester sur les surfaces. Hein. Contrairement à ce que quelqu'un m'a dit, là, le virus peut rester sur les surfaces. Got infected in that heavily infested environment. I think that there's a very high chance that we are exaggerating. As discussed, many of the features of this pandemic of Il y a de fortes chances qu'on exagère beaucoup. Hein, je le fais répéter. personnel got infected in that heavily infested environment. I think that there's a very high chance that we are exaggerating. As We're exaggerating. discussed, many of the features of this pandemic, of course, are serious, but I think that the estimates are exaggerated. And I think that there's a risk of really making some fundamental decisions about the structure of our civilization, of our society, of our future that may not be appropriate. On est en train de détruire hypothéquer notre avenir, notre civilisation sur des faux chiffres. If you go down that path of basically lockdown, you may need to wait for 18 months. And I'm extremely worried about that scenario. I'm not sure that Il dit que le scénario où est-ce qu'on confine pendant 18 mois va créer une catastrophe civilisationnelle pire que le virus lui-même. Our civilization could survive that. I think that there is not just millions of lives at stake, which is the pessimistic scenarios about SARS-CoV-2. It is billions of lives who might be at stake if we have to protract that for so long. Voilà, ça faisait un peu long, mais je pense que c'est très important. Quand il dit que c'est un expert qui parle, C'est ce que je vous ai montré. Partout, les chiffres sont tronqués. Parce qu'il y a des directives qui disent dès que la personne a testé positif, tu mets mort du COVID-19, quelle que soit la cause de la mort. Et c'est ça qu'il dit ici. C'est un expert qui parle. en vérité, c'est lui qui parle. Vous remarquez que la plupart des trucs sont rajoutés par lui, certains provenant des cuts, d'autres de la suite de la vidéo, et à des fois c'est complètement faux. Comme quand il dit que l'Italie est un pays pauvre. Ça, l'expert ne l'a pas dit. Même dans les parties cut. En parlant des cuts, ils ont coupé seulement 2 minutes. Soit c'était 2 minutes vraiment pas nécessaires et ça permet d'aller un peu plus vite, soit c'est 2 minutes très importantes et là pour vérifier, il suffit simplement d'aller voir la campagne Indiegogo du projet où l'on a notamment cette interview, que je vous invite d'ailleurs à voir. Et si vous parlez mal anglais, il y a des sous-titres automatiques disponibles. Alors des sous-titres automatiques en anglais, mais ça aide vachement. Même moi j'arrive à comprendre, pour vous donner un niveau. Donc, ce qui a été retiré lors du premier cut, c'est le fait que l'OMS a affirmé un taux de mortalité de 3,4%, basé sur le nombre de personnes mortes, sur le nombre de personnes infectées. D'ailleurs, je vous mets en description ce que cela implique comme méthode. Car oui, il en existe une autre, où l'on compte les personnes mortes, sur le nombre de personnes mortes plus celles soignées. Si l'on compte selon la deuxième méthode, le nombre de personnes mortes et soignées étant inférieur au nombre de personnes infectées, eh bien le taux de mortalité est bien supérieur.
Donc quand il affirme que c'est l'OMS qui propage la peur, bah non du coup. En plus, l'expert n'a jamais dit que c'était de la faute de l'OMS. D'ailleurs, dans le deuxième cut, il dit qu'on exagère, que non, c'est pas le pire syndrome respiratoire de l'histoire, etc. Et il dit grosso merdo, je vous laisse aller voir par vous-même, qu'on tombe dans le piège du sensationnalisme. Piège dont on parlera en conclusion d'ailleurs. Il va dire que la peur de Covid, c'est dû au fait qu'on a un compteur, contrairement à avant, qu'on regarde les médias, contrairement à avant, et qu'à trop y prêter attention, bah on panique. Ce qui est, je le rappelle, expliqué par Horizon Gould dans sa vidéo. Et je vous rappelle que, malgré que j'ai fait de mon mieux pour traduire, il se peut que j'ai fait des erreurs. Donc allez vérifier, ça coûte rien, ça prend 9 minutes, c'est tranquille. Et comme ça vous saurez tout ce que l'expert a dit. C'est ça qui a créé la surcharge. C'est une mauvaise prise de décision. Après, pour une fois, je suis d'accord avec lui. C'est une mauvaise décision d'envoyer les cas peu graves en hôpital. Cependant, est-ce vraiment l'OMS qui les a fait paniquer ? L'expert ici présent dit surtout que l'Italie était la première affectée en Europe, qu'il savait rien du virus et qu'il fallait agir vite. Mais j'en profite aussi pour rappeler que la parole d'un expert n'est pas forcément correcte. Du coup, admettons que Radio-Québec a raison sur l'OMS. Dans ce cas-là, pourquoi l'OMS injecterait la peur aux gens ? Et là encore, aucune réponse. Est-ce que les médias vous ont parlé de ça? Non, hein? Bah, comme dit précédemment, je suis pas souvent devant la télé. Cependant, si tu dis que les médias relayent uniquement ce que l'establishment veut, afin de propager la peur, alors pourquoi ils ne parleraient pas de ça, en mode « y a pas assez de lits en Italie, c'est la fin du monde !» Ici, on compare le H1N1 au Covid-19. Or, ce n'est pas parce qu'on s'est planté une fois en 2009 qu'on va forcément se planter en 2020. C'est clairement pas un argument, et H1N1 déjà, c'est même pas un coronavirus. Pour être plus proche, on pourrait prendre le SARS-CoV, coronavirus de 2003, assez ressemblant, sauf qu'en 2003, on n'avait pas eu la pandémie qu'on a en 2020. Donc, si avec des virus plus similaires, on ne peut pas comparer, vous vous doutez bien que l'on peut pas comparer le H1N1 au Covid. C'est comme dire que Fauci avait tort, donc Raoul a tort. Je veux dire, ça n'a aucun sens, il n'y a aucun lien entre les deux. Enfin, voici ma conclusion. J'ai longuement hésité à en parler, et avant que je le dise, je rappelle qu'il ne faut surtout pas aller harceler le mec ou quoi que ce soit, ok ? C'est complètement con, donc ne le faites pas. Merci. Donc, Radio-Québec, contrairement à moi, incite à la haine. Et si je le dis à la fin, c'est que si j'avais dit ça au début, ça aurait biaisé sûrement certaines personnes. Alors oui, ce que je montre là, c'est des messages de sa commu, il n'en est pas responsable. Cependant, sous certains messages de haine, on peut voir qu'ils ont été épinglés. Radio-Québec non seulement cautionne, mais invite à ce genre de message via cet épinglement. De plus, lorsqu'il se fout de la gueule d'un mec, il attend bien le retour, c'est pas un fou rire, regardez, c'est un rire volontaire, il se fout sciemment de la personne. Au final, Radio-Québec se veut d'être une chaîne d'information, anti-médias et faisant un travail critique qui ne se fait plus chez les médias. Ceux qui ont quitté la télé pour Radio-Québec n'ont rien gagné, car oui, comme je l'ai dit, ils relayent des infos des médias. On peut aussi dire qu'ils relayent des infos de sites d'information alternatives. Ils sont pas forcément toujours bien. Même pas bien en fait en règle générale, mais chut. Et ils gardent le côté sensationnaliste et le côté il nous faut du contenu. Et lui, contrairement à la télé, il incite à la haine, voire à la violence envers certaines personnes. Alors, entendons-nous bien, j'aime pas trop la télé moi non plus. Cependant, j'aime bien moins ce genre de chaîne. Ce genre de chaîne qui te fait voir qu'un côté et qui se propage via l'émotionnel et non la raison. Bref, sur ce tout est dit, c'était Mr Cube, d'ici à la prochaine, restez critiques.